Bonjour à toutes et à tous. Alors, il semblerait qu'une de mes œuvres, qui est exposée sur le parvis du FRAC-Centre, donc du Fonds régional d'art contemporain à Orléans, ait été détériorée, dégradée. Alors, je dirais qu'en premier lieu, c'est une bonne nouvelle, puisque les œuvres font réagir, finalement. Il y a des réactions. Alors, ceci dit, vu la nature, on va dire, du vol, on pourrait plutôt supposer que c'est pas un acte pour le moment politique, revendicatif, puisqu'il s'agirait plutôt bien de deux adolescents qui ont piqué une bâche, en fait, tout simplement. Donc je crois qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais quand même on m'a demandé de réagir. Réagir concernant, non pas spécifiquement, enfin j'ai pas envie de réagir par rapport au vol, ça ne me regarde pas, et puis aussi préciser, je crois que cette œuvre ne m'appartient plus, en fait, puisqu'elle a été acquise par une institution publique, en fait. Et ça, c'est bien stipulé sur le contrat de vente. Ceci dit, j'ai une responsabilité quand même morale. Et cette œuvre, effectivement, expose un message. Alors, un message qui est un message qui pourrait être considéré comme un message d'insulte ou un message de rejet. Mais ce message de rejet, effectivement, qui est fuck patriarcat, a pour fonction, surtout, de nous interroger, de faire en sorte que ce message nous pose des questions, en fait. Et nous pose des questions, bien sûr, quoi ? En premier lieu, sur ce que pourrait être le patriarcat. Alors, avant d'en parler, puisque je vais en parler un petit peu, je vais quand même recontextualiser. C'est-à-dire que cette œuvre qui s'intitule Bikini Kill, alors j'ai expliqué le titre déjà, Bikini Kill, c'est un groupe de rock américain, composé d'américaines d'ailleurs, etc., etc. Donc ça c'est déjà dit. Je me suis expliqué aussi sur la typographie de cette œuvre. Et là l'idée c'est bien de la remettre dans un contexte. Et donc le contexte c'est une série, en fait, une série d'œuvres. Et une série d'œuvres que j'ai intitulée Les Contre-Monuments. Alors les contre-monuments, évidemment, ça s'inscrit à l'opposé, on va dire, du monument, et notamment du monument public, c'est-à-dire des monuments érigés à la gloire des vainqueurs. Et comme le dit Walter Benjamin, l'histoire est écrite par les vainqueurs, et donc dans l'espace public, effectivement, on va ériger des monuments aux vainqueurs, et non pas aux vaincus. Et donc moi je prends le contre-pied, et j'ai fait une série de monuments quelque part pour les vaincus. Alors le premier monument, on va aller vite, il a été réalisé en 2007, donc normalement vous avez une petite image, et voilà, c'est un boat people, du moins c'est la métaphore d'un boat people, avec une barque à 3 coques, et donc on peut imaginer que cette barque tourne comme ça dans les eaux internationales, ne sachant pas où aller. Et puis la voile en fait c'est un drapeau apatride, en fait, gris clair et gris foncé, en fait. Ensuite il y a aussi un monument autour de la condition d'existence des femmes, et là plus particulièrement traitant de l'IVG, et aussi un autre monument qui serait consacré à la figure de l'autocrate, la figure du tyran, la figure du dictateur. Donc voilà, vous avez 3 monuments, et puis vous avez aussi, effectivement, Bikini Kill, qui est aussi un contre-monument. Alors, de quoi parle-t-il, ce monument ? Il parle effectivement du patriarcat. Alors, qu'est-ce que c'est que le patriarcat ? Le patriarcat, en grec, c'est patriarchès. Et en gros, pour le faire vite, c'est la loi du père. Et
Et donc il faut quand même savoir que nous avons été soumis, durant des siècles et des siècles, à la loi du Père. Et donc à la loi, en fait, de Dieu, hein, jusqu'à la Révolution française, et on pourrait dire jusqu'à la Révolution américaine également. Et donc les gouvernants, hein, les rois, les chefs d'État aussi, les empereurs, etc., etc., hein, se sont souvent appuyés, d'ailleurs massivement, sur Dieu, hein, pour eh bien, conquérir des territoires, instaurer des lois, instaurer des privilèges, hein, etc., etc. Et préserver leurs privilèges aussi, surtout. Hein. Alors, à partir de la Révolution française, évidemment, ça a un peu évolué. C'est-à-dire que bien, les maîtres n'ont pas pu, ou ne pouvaient plus faire référence à Dieu. Ça, c'était plus possible, puisqu'effectivement, on va dire que la science, la philosophie constatait que Dieu, eh bien, en fait, n'était qu'une fable. Hein. Toutefois, ce qu'on pourrait appeler les gouvernants, mais aussi ce qu'on devrait appeler les maîtres, en fait. Hein, le bon terme, c'est ça, hein, les maîtres. Les maîtres, en fait, on fait appel à l'histoire. Hein, et on le voit, on va dire, courant 19e siècle, 20e siècle et encore aujourd'hui. C'est-à-dire que pour justifier, hein, d'une attaque, hein, eh bien, on va faire appel à l'histoire. Et là, le patriarcat s'inscrit, hein, très clairement, eh bien, dans la démarche, hein, on va dire de l'autocrate, du dictateur, ou même du chef de groupe, hein, du chef de parti, en fait, ou même du directeur, ou de la directrice, hein, puisqu'aujourd'hui, du moins depuis les années 50, en fait, la figure du maître est autant féminine que masculine. Il faut quand même le dire, ou du moins le remarquer. Alors effectivement, il y a beaucoup moins de femmes, hein, qui accèdent à des postes de haute responsabilité, hein, ça c'est très clair, hein, il n'y a pas vraiment de parité dans le domaine, et d'ailleurs, en regard des élections législatives, il n'y a toujours pas de parité, en fait, à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, c'est en régression, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale est composée de 37% de femmes aujourd'hui. Toutefois, il y a quand même, concernant le pouvoir, hein, la conquête du pouvoir, une relative, du moins en France ou en Occident, une relative mixité. Hein. Alors, l'idée, c'est effectivement de préciser un peu ce que j'entends par patriarcat, en fait. Donc, je vous en ai donné quelques points, mais le patriarcat, c'est vraiment la figure du maître qui, en fait, concentre tous les pouvoirs. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, effectivement, vous avez en fait différentes formes de pouvoir, et différentes formes de pouvoir se référant à une bonne gouvernance. Et ça a été établi déjà depuis Aristote, et on peut le développer en 3 points, hein, avec d'un côté le législatif, d'un autre l'exécutif, et encore d'un autre la justice. Ça, bon, ça se réfère à l'organisation du territoire, hein, l'organisation d'une société, la bonne gestion d'une société, etc. Alors la justice concerne plutôt, en règle générale, le peuple, hein, ça concerne plutôt la famille, ça concerne plutôt effectivement les salaires, et ça concerne en fait la survie, hein, ça concerne la répartition, la redistribution des biens, hein, la justice, hein. Et donc en règle générale, concernant la survie, c'est la redistribution de nourriture, hein, d'avoir une nourriture abondante. Hein. Et donc pour nous, effectivement, un consommateur aliéné, hein, ça sera plutôt le pouvoir d'achat. Okay. Concernant le législatif, eh bien, ça se réfère aux lois. Hein. Et les lois, eh bien, c'est l'encadrement des activités. Hein. Et principalement, l'encadrement du travail.
puisqu'il s'agit de produire. On est dans la croissance tout le temps. Alors d'ailleurs, pour la famille, autant c'est la reproduction, autant pour le travail, on va dire, c'est la production. Donc là, le législatif, c'est l'encadrement des lois. Et effectivement, eh bien, c'est sécurisé. Alors normalement, c'est sécurisé autant l'employé que l'employeur. C'est des questions de... Bien, là, on parle souvent, alors on n'en parle plus tellement aujourd'hui, mais de sécurité de l'emploi. Donc ça touche la sécurité, mais la sécurité, ça touche aussi, effectivement, eh bien, le corps, comment on appelle ça? Bon, j'ai plus le mot. L'intégrité corporelle, en fait. Et donc voilà, c'est aussi, ça se rapporte aussi autant à la santé, la sécurité, qu'à la police. Ok, donc les lois en encadrent. Et le troisième point, c'est l'exécutif. Alors l'exécutif, ça concerne effectivement eh bien, plutôt le territoire, la délimitation d'un territoire. Et avec l'exécutif, en règle générale, eh bien, il y a toujours la désignation d'un ennemi. Il faut toujours désigner un ennemi pour pouvoir en fait délimiter un territoire et dire que ce territoire nous appartient. Alors effectivement, c'est la patrie, la défense de la patrie. Et puis, c'est effectivement bien, toutes ces questions qui tournent autour de l'immigration, qui tournent autour de la défense nationale, etc. etc. Donc ça, c'est l'exécutif. Mais ça vient de loin, c'est-à-dire c'est aussi la position du maître guerrier. Là encore, on peut retourner assez loin dans l'histoire, ce jusqu'à Aristote et encore bien avant. Et donc le patriarcat, la figure du maître. Le maître, concentre tous les pouvoirs, en fait. Il concentre autant le pouvoir de la justice. Donc c'est lui qui rend la justice, le maître. il concentre aussi les pouvoirs se référant à la loi. Donc c'est lui qui écrit les lois, qui fait la loi, si vous voulez, le maître. Et puis ensuite, pour l'exécutif, c'est lui qui veut la guerre, qui la déclare, qui désigne l'ennemi, qui dit ça c'est mon ennemi, ou au sein du groupe auquel il appartient en tant que maître, qui désigne le traître. Vous voyez, le patriarcat, c'est ça, c'est la concentration de tous les pouvoirs par une personne, et notamment par un maître. Et je le répète, aujourd'hui, c'est autant, et ça depuis les années 1950, puisqu'avant c'était plutôt que les hommes, et aujourd'hui, effectivement, ce sont aussi les femmes. Alors on va prendre un exemple très très contemporain, puisque c'est d'hier ou d'avant-hier, les élections législatives. Qu'est-ce qu'on voit dans les médias? Eh bien, on voit trois petits maîtres. Les trois petits maîtres, c'est Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Ces maîtres ont des groupes, des partis. Alors là, il est clair que pour Marine Le Pen est au sommet de la pyramide. Et là, c'est clair, c'est elle qui décide de tout. Du moins, on peut dire qu'elle a vraiment beaucoup de pouvoir au sein de son groupe. Ok. Et sa position n'est absolument pas remise en cause. C'est très clair. Elle est chef de groupe. Pour Emmanuel Macron, c'est pareil. Un petit peu différent. Alors, ce qu'on reproche à Emmanuel Macron, c'est vraiment d'avoir joué au monarque républicain. C'est-à-dire que toutes les décisions sont parties de l'Élysée. Alors, apparemment, ils étaient deux à diriger. Il y avait lui et son directeur de cabinet à l'Élysée. Et point final. Là encore, figure du maître. Et donc, effectivement, les députés de l'Assemblée nationale, apparemment, n'avaient pas trop leur mot à dire. Ensuite, on a Jean-Luc Mélenchon. Alors, Jean-Luc Mélenchon, c'est un cas intéressant, assez drôle d'ailleurs, puisqu'il a réussi à créer un groupe, rassembler les gauches,
Et puis là, lorsque eh bien, les députés ont été élus à l'Assemblée nationale dernièrement, Jean-Luc Mélenchon a dit bah écoutez, on va faire qu'un seul groupe à l'Assemblée nationale. Et évidemment, eh bien les autres, les écologistes, le Parti socialiste, etc., les autres groupes de gauche ont dit non, 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 il faut respecter nos différences. Il y a les filles d'un côté, mais nous gardons notre indépendance. Mais là aussi, vous voyez bien la tendance, en fait, du maître, de la figure du maître. C'est de rassembler et d'incarner, en fait, un groupe, une masse, en fait. Et, en règle générale, au sein du groupe, de concentrer tous les pouvoirs. Donc c'est ça le patriarcat. Et alors là, je m'autoriserai, effectivement, à aussi m'approprier, alors ça c'est une provocation, mais je ne pense pas qu'elle soit gratuite, cette provocation, mais m'approprier les 54% d'abstention. Et justement, je pense que ces 54% d'abstention nous disent quelque chose. C'est qu'on ne veut plus de Dieu, figure du Père, la loi du Père, et on ne veut plus de maître, donc ni Dieu ni maître. Ça nous rappelle quelque chose. Donc voilà, bon, pour le dire comme ça, c'est-à-dire que ces figures, en fait, sont des figures archaïques. Et en même temps, c'est quelque chose qui est très très ancré en nous. Ça concerne véritablement le drame de l'espèce humaine. Alors quand je dis ça, pourquoi ? Eh bien parce que la figure du maître, en fait, c'est 5 concepts, comme les 5 doigts de la main. Vraiment, ça s'accroche au corps. C'est la domination, c'est l'exploitation, c'est la possession, c'est la soumission, c'est l'oppression. Le maître, c'est ça. Et le maître est souverain. Le maître est un borgne au pays des aveugles. Il s'en fout. Il fait autorité. Et que vise le maître ? Alors le maître vise, en fait, eh bien, la toute-jouissance, la toute-puissance. Aveugle. Alors aveugle, borgne, au pays des aveugles. Et on voit les maîtres, on voit les petits maîtres être fascinés, alors pour le coup, par ceux qui alors là, sont de véritables tyrans. On peut citer Poutine, Xi Jinping, etc. Et qui étranglent leur peuple avec une main de fer. Voilà, vous voyez, ou qui cèdent des libertés contre vraiment des privilèges et des avantages absolus, en fait, concernant la préservation du pouvoir. Et en règle générale, bon, ça tourne souvent autour d'enjeux financiers. Et comme ça tourne toujours autour d'enjeux financiers, aujourd'hui du moins, puisque quelque part l'argent a remplacé Dieu en termes de puissance, eh bien c'est aussi la figure du maître concerne aussi l'aristocratie financière. Ça c'est très clair. L'aristocratie financière, c'est aussi incarne aussi des figures qui se réfèrent à celles du maître. Ok. Donc, fuck patriarcat. Et l'idée, effectivement, c'est de conserver de manière décisive, ferme, la séparation des pouvoirs. Bon, et puis, je ne vais pas faire tout le discours concernant un peu plus de débat, un peu plus de raisonnement, un peu plus de conciliation, etc., etc. Alors, quand je parle de conciliation, eh bien, ça m'amène à donner mon avis sur le wokisme. Alors, si je donne mon avis sur le wokisme, c'est que, sans doute, on peut confondre, en fait, la pièce que j'ai réalisée, et qui est exposée sur le parvis du Fraxante, avec le wokisme. Alors, je ne voudrais pas qu'on confonde, quand même. Il y a une différence. Le wokisme, on va expliquer. Le wokisme, ça vient
C'est un mouvement woke, les woke. Woke, c'est le participe passé du verbe wake, to wake, qui veut dire se réveiller. Et ce mouvement est plutôt de gauche, extrême gauche. Et c'est un mouvement américain, donc il nous vient des États-Unis, et qui progressivement s'est imposé dans les universités françaises, et là qui maintenant touche d'assez près finalement nos politiques publiques, par exemple. Ok, alors une petite anecdote, petite parenthèse, il y a aussi les conservateurs, droite, voire extrême droite américains, qui sont évidemment opposés au wokisme, mais il y a quelque chose qui est, intéressant du point de vue de la sémantique. C'est-à-dire qu'effectivement, woke, c'est-à-dire se réveiller, être éveillé, voilà. Et en fait, les conservateurs américains ont aussi un concept, en fait. Et ce concept, c'est le grand réveil. C'est d'attendre le grand réveil. Alors, vous voyez, sémantiquement, c'est très intéressant. C'est-à-dire, c'est deux groupes complètement opposés, mais qui, se basent, finalement, ne se base pas évidemment que sur un concept, mais c'est un concept en fait très très proche, très similaire. D'un autre côté, c'est se réveiller, de l'autre, c'est le grand réveil. Vous voyez. Donc, sans doute, ça nous indique sans doute bien une piste de réflexion, en fait. On n'ira pas plus loin. Donc le wokisme. Le wokisme, qu'est-ce qu'il a apporté en France? Il a apporté quelque chose de très intéressant du moins, je dirais, après le féminisme, ce qu'il a apporté d'intéressant, c'est 2 points. C'est une affirmation. Donc, nous sommes contre la discrimination et nous sommes pour l'inclusivité. 2 concepts. Donc là, je fais une synthèse, mais en tout cas, ça se réfère à ces 2 concepts. Inclusivité et discrimination. Donc ça, c'était intéressant, et c'est toujours intéressant, puisque ça pousse, en fait, les partis politiques, les communautés religieuses, les groupes ethniques, voire les catégories professionnelles, voire les corporations, à s'interroger sur ce qu'est la discrimination et ce qu'est l'inclusivité. Ok ? Au sein de leur propre groupe, on va dire. Alors quand je vous dis ça, c'est qu'effectivement, nous vivons dans des sphères, en fait, ou du moins la fabrique des identités se fait dans des bulles, ok ? Et on se reconnaît, on adhère finalement à des images, à des idées, mais ça c'est à chaque fois lié finalement à des groupes, à des structures, à des bulles. Donc on a par exemple l'Assemblée nationale, le groupe LR, c'est une bulle, le groupe RN c'est une bulle, le groupe LFI c'est une bulle, PS pareil, etc. Et là on peut vraiment constater qu'il y a discrimination entre ces groupes, comme inclusivité. Alors lorsqu'il y a inclusivité, attention, il faut que l'individu qui entre dans le groupe accepte les règles de conduite, accepte les lois et accepte les normes, en fait, les normes du groupe. Et donc, et fasse sa prière face au chef du groupe en règle générale. Vous voyez ? Et qu'est-ce que je veux dire par là ? Que le wokisme aussi incarne un groupe. C'est là où, pour moi, il y a aussi peut-être un petit problème, c'est-à-dire que certains militantes du wokisme discriminent et n'incluent pas. Donc, ils sont en totale contradiction avec ce qu'ils revendiquent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est aussi un groupe, c'est aussi une sphère, c'est aussi une bulle, avec ses codes, ses lois, ses règles. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pourtant, la question
concernant la discrimination et l'inclusivité, c'est une question absolument passionnante et qui poursuit bien les questions féministes, hein, qui ont commencé, je le rappelle, de manière massive, hein, et ce d'un point de vue intellectuel, à partir de Simone de Beauvoir. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'action militante auparavant, évidemment. Hein, ok. Ou des actions d'ailleurs culturelles et intellectuelles de la part des femmes, évidemment. Hein. Notamment, rappelons, pour nous rappeler Nicolas Sarkozy, la princesse de Clèves, hein, de Madame de Lafayette. Si c'est Lafayette ou de Lafayette, je ne sais plus. Bon, enfin bref. Et c'est un livre très très bien. Et justement, à la fin de ce livre, il y a une petite critique comme ça sur la condition masculine et la condition féminine, en fait. Alors, je vais finir sur le fait qu'il y ait bien la figure du maître, hein, qui, en fait, domine, opprime, soumet, possède, exploite. Eh bien, on peut finalement la faire travailler. Et ça, effectivement, quand je dis ça, les maîtres s'en foutent totalement, ils s'en foutent totalement de ce que je raconte. Mais on peut les faire travailler, non pas, alors, dialectiquement, avec, justement, le soin, le féminin, la douceur, voire la paresse, etc. etc. Hein, tout de suite on se dit, il y a une opposition dialectique un peu évidente, comme ça, hein, avec 5 concepts. Non, il faudrait faire travailler ces concepts avec 5 autres concepts, qui seraient plutôt, eh bien, effectivement, privation, inhibition, castration symbolique, frustration et angoisse. Et je pense que 10 concepts, comme les 10 doigts de la main, je pense que ces 10 concepts, eh bien, finalement, dialectiquement, ça pourrait mettre au travail, hein, la figure du maître. Et donc là, je travaille, alors quand je vous parle de ça, c'est que je travaille toujours sur le patriarcat, en fait, et j'écris un texte qui va s'intituler « La dette au maître ». Et je me dis, tiens, c'est une porte de sortie, hein, afin de pouvoir essayer de comprendre, en fait, hein, pourquoi, eh bien, il y a toujours cette tendance, pour notre espèce, une tendance massive, hein, et dès que, finalement, un individu est en position de pouvoir, hein, tendance massive d'exploiter, de dominer, de soumettre, de posséder, hein, et d'opprimer, en fait. Alors là, j'ai une anecdote, hein, j'ai une amie, sa sœur a voulu être députée. Bon, ça n'a pas marché, hein, mais cette amie me disait, plus j'écoute ses discours, c'est étonnant, moins c'est nuancé et plus c'est autoritaire. Vous voyez, donc c'est une petite anecdote, mais c'est quand même un signe assez fort, en fait, concernant, eh bien, le fait que lorsque on est en position de pouvoir, c'est pas tellement le fait que le pouvoir corrompt, ça c'est un acquis, mais c'est surtout aussi le fait, eh bien, que nous soyons placés, hein, que nous incarnions une figure et qui est celle du maître, en fait. Et c'est cette figure que j'interroge, en fait, avec le fuck patriarcat qui est installé sur le parvis du Frac Centre. Voilà, et je vais terminer par une petite image, hein, voilà, pour faire un retour sur les contre-monuments, et donc sur ces monuments qui seraient érigés pour les vaincus, en fait. Voilà, je vous remercie.